Bonjour à toutes. Dans la dernière vidéo qui portait vraiment sur l'introduction de cette nouvelle chaîne YouTube, je vous avais un petit peu expliqué comment fonctionnaient les fourmis. Je vous avais promis cette vidéo, enfin en tout cas je vous avais dit que j'en ferais une, qui porterait sur l'essaimage. Donc on va commencer aujourd'hui pour l'essaimage. L'essaimage c'est quoi d'abord? L'essaimage c'est le moment où les fourmis mâles, les sexuées, c'est-à-dire vraiment les fourmis capables de se reproduire, vont justement se reproduire. Donc c'est des fourmis généralement futures reines et princes, parce que les mâles en fait meurent juste après l'accouplement. Soit c'est les reines qui les tuent, soit ils meurent d'épuisement, ou des fois ils peuvent essayer de re-rentrer dans la colonie, mais ne vont tout simplement pas être acceptés par la colonie, qui va les rejeter, puisqu'ils ne serviront plus à rien. Donc je vais vous donner les lieux de la France et les espèces, les lieux de la France et où et quand on peut les trouver. Donc par exemple dans du bois sec, je dis n'importe quoi, de mars à avril, et c'est telle espèce, on la trouve plutôt dans le nord de la France. Voilà, c'est vraiment sur ce modèle-là. Donc on va commencer avec les Lasius. Donc je vais commencer par la Lasius de base, la Lasius niger, aussi appelée fourmi noire des jardins. Donc voilà, je vous affiche une petite image d'une fondation de Lasius. Alors cette fameuse Lasius niger, donc ça c'est vraiment une Lasius niger, on peut la trouver de juillet à août, comme beaucoup de fourmis. Elle se trouve dans l'entièreté de la France, il y en a vraiment partout de cette espèce. Vous pouvez la trouver dans la terre, dans des fissures, dans des murs. Dans le bois, j'en ai jamais vu, peut-être, je pense pas, parce que ça m'a l'air beaucoup trop sec pour cette espèce. Cette espèce peut être maintenue dans tous les types de nids. Le nid n'a pas besoin d'être solidifié, donc pierre reconstituée et plexiglas, ce sont des nids solidifiés. Vous pouvez très bien les mettre dans des nids en plâtre, fait maison par exemple, comme moi je vais faire avec ma fondation. Voilà, exactement comme la plupart des Lasius, de toute façon, c'est pas une exception à la règle. Voilà, donc on va continuer du coup sur les Lasius et on va continuer sur les Lasius emarginatus. Comme leurs cousines Lasius niger, on les trouve dans toute la France. Pareil pour les lieux de vie, dans des fissures de murs, dans la terre. Et on les trouve de juillet à août. C'est vraiment une période que beaucoup d'espèces utilisent pour faire essaimer leurs gînes et leurs princes. Donc c'est une espèce exactement comme les Lasius niger. Elle a besoin d'un petit peu moins d'humidité que les Lasius niger. Et elle a un développement comme les Lasius niger, encore une fois, qui est assez rapide. Ça dépend est-ce que vous chauffez ou pas votre colonie. Donc pour continuer encore une fois sur les Lasius, on va prendre l'exemple des Lasius flavius. Faites attention pour les Lasius flavius, elles sortent assez peu de la colonie. C'est pour ça que ça peut être assez compliqué de tomber sur des essaimages. Alors, comme leurs cousines, Lasius emarginatus et Lasius niger, elles se trouvent de juillet à août et elles sont très peu actives. Faites attention, elles se nourrissent principalement de liquides sucrés. Je ferai des vidéos de nourrissage pour vous expliquer comment fonctionne le nourrissage de vos fourmis et comment le faire. Mais donc vraiment, cette espèce se nourrit quasiment que de miella, donc du pseudo-miella en captivité, c'est-à-dire de liquide sucré. Elle ne prend quasiment pas de protéines, elle n'est quasiment pas insectivore. Elle va en manger, mais c'est vraiment très rare et c'est vraiment anecdotique. Voilà, une espèce qui est du coup assez facile d'élevage, même si au début. Je vous la conseillerais après soit un élevage de Lasius niger, soit un élevage de Lasius emarginatus ou autre Lasius. Là, je ne vais pas en parler parce que c'est des Lasius qui sont très peu connus, mais voilà. Donc pour continuer sur les espèces, on va dire, communes de l'entièreté de la France, on va continuer sur les tétramoriums. Je vous affiche actuellement une image d'une fondation de tétramorium. On voit au centre la reine, qui est beaucoup plus grande que ses ouvrières. Et
ça passe du coup à une autre photo qui est à peu près dans le même style. Alors, pareil, un développement explosif pour cette fondation. On va la trouver dans l'entièreté de la France et même quasiment dans l'entièreté de l'Europe. Cette espèce n'a pas besoin d'énormément d'humidité, même si la norme, donc l'équivalent des Lasius emarginatus ou un mixte entre Lasius emarginatus et Lasius niger sera fortement conseillé. Donc cette espèce est vraiment facile d'élevage. Elle va bouffer tout ce qui passe, clairement. C'est comme les Lasius niger, ça je l'avais pas précisé chez les Lasius niger, mais vraiment c'est la fourmi de base. Elle mange tout ce qui passe, contrairement au Lasius flavius qu'on a vu, qui elle mange principalement du pseudomiella ou du miella. Ces petites tétramoriums sont appelées communément les fourmis des trottoirs. Et vraiment, elles mangent tout ce qui passe. On les trouve comme leurs cousines Lasius de juillet à août dans les fissures de murs de trottoirs généralement. C'est pour ça qu'on les appelle les fourmis des trottoirs. En revanche, faites attention avec cette espèce par rapport au nid. Alors, de ma connaissance, aucune Lasius ne creuse. C'est-à-dire qu'en gros, aucune Lasius ne va être capable de creuser le plâtre ou encore par exemple, j'ai pas d'exemple sous la main, mais le plâtre ou le ciment, je crois que c'était les deux exemples. Donc des nids faits maison ne conviendront pas pour cette espèce, sauf si vous les faites en pierre reconstituée. Sinon, des nids en plexiglas ou du coup en pierre reconstituée seront fortement conseillés et même obligatoires, sauf si vous décidez de laisser creuser votre colonie. À ce moment-là, il faudra humidifier le nid directement avec un système de vaporisation plutôt qu'une réserve d'eau. Moi, personnellement, je vais acheter un nid en pierre reconstituée pour ma fondation de tétramorium. Voilà, ça vous donne un exemple. Vous pouvez également acheter un nid en plexiglas. On va voir qu'il y a d'autres espèces qui creusent, mais du coup, ça fait partie de ces espèces-là qui creusent. Donc, on va passer à une autre espèce qui a, on va dire, des conditions de maintien quasi similaires au Tetramorium, c'est les Phédol pallidula. Vous avez des images qui s'affichent de Phédol pallidula. J'en avais déjà beaucoup parlé dans la vidéo précédente, donc vous avez beaucoup d'autres images. On voit qu'il y a un major, donc l'équivalent d'un soldat. J'en avais parlé encore une fois dans la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir pour en savoir un petit peu plus. Donc c'est la première espèce de toute cette vidéo qui fait des majors. Et donc on voit également une ouvrière, mais ça c'est chez toutes les espèces. Donc cette colonie, enfin les colonies et cette espèce va creuser. Donc pas de nid en plâtre, pas de nid en ciment, parce que tout simplement elles vont le creuser, elles vont pouvoir atteindre la réserve d'eau. Encore une fois, vous pouvez éventuellement faire un terrarium où les fourmis vont creuser directement dans de la terre. Niveau observation, ça va pas être génial. À ce moment-là, autant les mettre dans la nature. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas le but. Après, ça peut faire un très bel objet décoratif. Après, est-ce que mettre des fourmis à l'intérieur, c'est intéressant? Bon. En plus, il peut y avoir des problèmes avec la terre, etc. Là, vous n'allez pas vraiment pouvoir intervenir et voir s'il y a un problème. Voir si votre reine est morte, voir s'il y a du couvain. Enfin, ça, vous n'allez pas forcément le voir. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais le voir, mais voilà. Donc, niveau observation, ça va être bien sûr plus intéressant. Or, pas tout le temps, mais bon, je pense quand même que des Lasius ou des Tetramorium, parce que il y a des majors. Mais à part cette petite différence et le fait qu'elles creusent, il n'y a pas de grosse différence. Pour les Phédol pallidula, les émages se passent de mai à août. Donc c'est une période un petit peu moins grande que celle des... un petit peu plus grande, pardon, que celle des Lasius ou des Tetramorium. Cette espèce, moi je la trouve très sympa. Elle se trouve essentiellement dans le sud de la France et elle est dominante, donc vous n'allez pas avoir de difficulté à trouver des colonies dans la nature. Ça veut dire qu'en gros elle est très agressive, donc elle va détruire un petit peu les colonies autour d'elle. Or bien sûr, elle va pas tout éliminer, mais en tout cas elle va dominer, c'est-à-dire qu'elle va pas forcément éliminer la reine d'une colonie, mais en tout cas va empêcher vraiment cette colonie de bien se développer. Elle va régulièrement tuer des colonnes d'ouvrières entières, ce qui va bloquer le développement de la plupart des colonies autour d'elle, même si ce sont d'autres Phédol pallidula. Donc c'était pour cette espèce. Donc normalement, si vous habitez dans le sud de la France,
vous devriez tomber sur des essaimages assez fréquemment et surtout en voir, c'est-à-dire là où vous envoyez beaucoup. Là où vous envoyez pas, il y en a pas et du coup voilà. Mais par contre, quand il y en a, elles sont vraiment très actives, très agressives et dominantes, faciles à trouver. Voilà, ça c'était tout pour les Phédole pallidula, une espèce qui a besoin du coup d'un nid blindé, pierre reconstituée ou plexiglas, pardon pour cette hésitation. Donc moi personnellement, si j'en avais, je les mettrais encore une fois dans un nid en pierre reconstituée. Ce sont mes choix. Et il y a plein d'autres options pour maintenir en captivité cette espèce. Donc, on va continuer sur les Crématogaster scutellaris, qui est une petite espèce très mignonne, qui a des conditions d'élevage pas spécialement compliquées, bien qu'il leur faille un nid totalement sec et donc un abreuvoir en permanence dans l'aire de chasse. L'aire de chasse, c'est censé représenter le dehors de la colonie, c'est-à-dire vous avez le nid et l'aire de chasse. C'est censé représenter le sol en fait, le monde au soleil, etc., qui n'est pas des galeries. Donc il va leur falloir en fait une source d'eau en permanence justement dans cet endroit pour qu'elle puisse s'abreuver. Cette espèce on la trouve de août à octobre, donc elle se trouve plutôt en automne. Elle est très spéciale puisqu'elle a un abdomen pointu, comme vous pouvez le voir sur les photos, et donc elle est facilement reconnaissable, en plus par sa couleur noire et rouge. Elle est assez voyante. C'est une espèce très mignonne qui est pas forcément ultra conseillée aux débutants pour moi, mais je pense que un débutant peut parfaitement commencer par cette espèce sans trop galérer. Voilà, c'était tout pour les Crématogaster scutellaris. C'était assez court. Elles se trouvent principalement dans des endroits secs, donc le etc. va être leurs endroits favoris. C'est pas une espèce spécialement agressive. Des conditions de maintien normales, elles mangent de tout. Donc voilà. Ensuite, on va continuer sur les Camponotus. On va commencer par les Camponotus liniperda. On peut aussi dire liniperdus, mais moi je préfère liniperda. Alors, les Camponotus liniperda essaiment de mai à juillet. Elles sont, attention, pas du tout conseillées pour les débutants. Pourquoi ? Parce que déjà, elles n'ont que 4 mois réellement actives dans l'année. Ce qui fait que vous avez au maximum 4 générations, enfin au maximum plutôt 6 générations en une année. Ça peut paraître beaucoup, 6 générations en une année. En réalité, c'est très peu. Ça ne vous permettra pas de faire une colonie de plusieurs centaines d'ouvrières dès la deuxième année, quoi. Il faudra vraiment longtemps. Alors qu'une colonie de Lasius, typiquement, ou de Crématogaster, peut très bien faire plus de 100 ouvrières au bout de 2 ans, plusieurs centaines d'ouvrières, peut-être même des milliers. Donc voilà, ça c'est assez important à souligner. Elles se trouvent un peu partout, elles ne sont pas spécialement dominantes, puisqu'elles dorment quand même très longtemps, elles dorment 12 mois de l'année, 8 mois de l'année sur les 12, c'est plutôt ça que je voulais dire. Donc c'est vraiment très long le temps où elles dorment. À part ça, c'est une espèce qui demande une humidification normale. Elle possède des majors, comme toutes les Camponotus. C'est une espèce très intéressante, très grosse. C'est la plus, enfin en tout cas, elle fait partie des plus grosses d'Europe, voire la plus grosse d'Europe. Donc c'est quand même assez impressionnant. La reine fait 2 cm. Et les majors peuvent même faire plus, les plus gros majors peuvent même faire plus que 2 cm. Donc c'est vraiment immense. Pour des fourmis, un Européen n'a pas l'habitude de voir une bestiole pareille. Donc c'est vraiment ultra intéressant de l'observation. Voilà, à part que je la conseille pas aux débutants, c'est vraiment une espèce après géniale, ultra intéressante. Le nid n'a pas besoin d'être blindé, vous pouvez très bien mettre cette colonie dans un nid en plâtre ou en ciment. Alors ciment, je ne suis pas sûre que vous puissiez en faire. Je vous laisse aller voir des tutos, je ferai sûrement un tuto sur ma propre chaîne, mais ça va quand même pas être dans les prochaines vidéos. Mais je vous promets, j'en ferai un dans pas si longtemps.
Enfin, en tout cas, cette année, j'en ferai un. C'est vrai que c'est assez long, une année, pour ceux qui regardent la vidéo, cette vidéo-là, parce que c'est à ce moment-là de la chaîne, j'ai assez peu d'abonnés et même de vues. Donc, j'ai des gens qui vont s'intéresser à la myrmécologie. Voilà, j'ai profité des crématogastères, des Liniperda pour dire tout ça. C'est pas, c'est pas très gentil pour elles. Donc, c'était tout pour les Liniperda. Pour continuer sur les Camponotus, la Camponotus suivante va être la Camponotus vagus. Donc elle est noire, elle n'est pas ultra voyante, elle n'est pas spécialement grosse. Bon, comme toutes les Camponotus, elle possède des majeurs et elle est quand même assez grosse. On peut la trouver de mai à juin. Elle se nourrit de tout, comme un petit peu comme les Camponotus liniperda. Pour le coup, cette espèce, vous pouvez vraiment la voir un petit peu, même si vous êtes débutant. Je vous conseille quand même d'avoir déjà au moins avoir une petite colonie de une petite centaine d'ouvrières Niger, Emarginatus, Flavius, Tetramorium ou même Fédol. Enfin voilà, vraiment des petites colonies quoi, pour quand même, enfin des petites colonies, ça reste quand même sans ouvrières, ça reste quand même plutôt badass. Mais voilà, des colonies quand même pour un petit peu savoir quelles erreurs il ne faut pas faire avec les fourmis. Cette espèce mange de tout, comme les Camponotus sont un peu plus grosses, les liquides sucrés vont être plus, enfin ça va être plus visible quand elles vont en manger, mais ça veut pas dire, enfin boire, mais ça veut pas dire que elles en voudront plus que d'autres espèces. Sinon, elles mangent très bien de tout. Elles font des cocons. Elles se trouvent principalement dans le sud de la France. Il y en a un petit peu en milieu de la France. C'est surtout sur le pourtour méditerranéen qu'on en trouve. On peut la trouver surtout dans du bois mort comme les Crématogastères scutellaris, puisque elles aiment bien quand c'est plutôt sec. Les nids devront être très peu humidifiés, voire pas du tout, et pour le coup il faudra une réserve d'eau en permanence dans l'aire de chasse. Voilà, c'était tout pour les Camponotus vagus. Elles font des majors, etc. Mais ça c'est pour toutes les Camponotus pareil. Et pour terminer sur les Camponotus, ce sera d'ailleurs la dernière espèce de cette vidéo. Je ferai une petite vidéo, enfin un petit passage de remerciement à la fin de la vidéo. Mais du coup, pour la dernière Camponotus, ça va être les Camponotus cruentatus. Elles sont assez grandes, je les conseille, elles sont entre les Liniperda et les Vagus au niveau de la difficulté. Je vous les conseille pas trop en tant que débutant, même si bon, un débutant pourra assez bien s'en occuper. On les trouve de juin à août, pas spécialement dans des endroits secs, hein. Elles peuvent vraiment être trouvées n'importe où. Elles mangent de tout, elles sont assez agressives comme toutes les Camponotus et n'ont pas un développement explosif non plus, même si ça peut être assez intéressant quand même de les voir se développer. Et on peut voir qu'elles se développent assez vite. Bon, ça reste des Camponotus, surtout que les Camponotus cruentatus sont assez grandes, pas autant que les Liniperda, mais sont quand même très grandes, donc le développement généralement chez les grandes espèces est plus rapide que chez les petites espèces, logique, puisque vu qu'elles sont plus grandes, faut que... Enfin, les espèces plus petites, vu qu'elles sont plus petites, il faut qu'elles compensent ça par un développement plus grand, une agressivité ou en tout cas une réactivité plus importante. Enfin voilà, les grosses espèces peuvent être un petit peu plus endormies, moins actives, faire de longues diapauses. Donc la diapause, c'est le moment où les fourmis passent l'hiver. Voilà, faire tout ça, et ça va pas leur poser énormément de problèmes puisqu'elles sont assez grosses et donc vont quand même pouvoir chasser toutes seules. Ça va être des réservoirs sur pattes, contrairement aux petites espèces qui, elles, vont pouvoir stocker moins de nourriture dans leur abdomen. Après, vu qu'elles sont plus nombreuses, ça s'équilibre, mais du coup c'est important pour les petites espèces que ça s'équilibre de cette manière. Voilà. On les trouve principalement comme toutes les autres Camponotus dans le sud de la France, milieu de France aussi on peut en trouver, mais vraiment c'est assez rare. Elles sont globalement dans quasiment toute l'Europe. Voilà, c'était tout pour cette espèce.